Alors cette année, bon, il y a eu quelques nouveautés, donc notamment le lieu. Avant c'était à Kinépolis, du coup à l'Homme. Là on est parti sur un lieu plus grand, l'île Grand Palais. On a réussi cette année à passer sur un événement qui est 100% zéro déchet. Donc toutes les bouteilles, elles sont consignées. Les repas sont aussi 100% zéro déchet. Les serviettes sont en tissu et sont récupérées. Tous les verres sont des éco-cups qui sont aussi consignés. On essaye de faire un événement qui ressemble beaucoup à nos valeurs. Donc on essaye de le rendre accessible, que ce soit dans le lieu ou dans les conférences. Donc toutes les conférences sont sous-titrées en direct. On a aussi mis en place une salle de repos et une salle d'allaitement cette année. Je pense que l'ambiance au DevFest de Lille, elle est assez sympa. J'ai rencontré des super personnes, les stands sont super variés. En général, il n'y avait pas vraiment de compétition ou quoi que ce soit. C'était vraiment de l'entraide et de la bienveillance et c'est ça qu'on aime, surtout dans la tech. Je sors d'une conférence sur le Async Await, c'était vraiment très bien, un speaker très drôle, hyper à l'aise sur scène et un sujet hyper intéressant, donc vraiment top. Celle que j'ai préférée, c'était sur le Clean Architecture. J'ai bien aimé parce que le format était relativement court, très précis, avec beaucoup de contexte et il y avait beaucoup de choses qui me parlaient. Sincèrement, j'ai apprécié l'expérience du DevFest Lille. Les gens sont très sympas et le public est vraiment ouvert. Donc ça a donné lieu à des échanges qui étaient enrichissants à tout point de vue. Même si on ne partage pas forcément les mêmes idées, il y a de la richesse dans le propos et dans les interactions. C'est la première année que je fais partie de l'organisation du DevFest et je suis vraiment trop contente de pouvoir participer à un événement qui est à la fois tech et qui est autant en accord avec mes valeurs. De voir qu'il y a autant de gens qui partagent ça, moi ça me fait très plaisir. Si vous êtes en accord avec les valeurs et que vous aimez apprendre des choses, moi je pense que vous pourriez venir l'année prochaine. Bonjour à tous, donc je suis ravi d'être présent ici et de pouvoir parler de sécurité et d'intelligence artificielle. Clairement, c'est un sujet qui monte. Alors moi, c'est un sujet, pour tout vous dire, j'ai commencé à m'y intéresser la première fois en 2011, quand j'étais enfin, chercheur enfin pas en intelligence artificielle justement, en plus en mathématiques appliquées, et j'avais lu un livre de cours sur le sujet. Sur le réseau de neurones et j'ai regardé un peu tout ça, j'ai trouvé ça assez nul, j'ai jeté à la poubelle littéralement. Et finalement avec le temps, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus prometteur que ce que je croyais et que c'était devenu un sujet très important. Et moi ce que je vous propose, c'est vraiment d'y voir une technologie avant tout d'information. On est là vraiment avec des technologies d'information et d'oublier le côté science-fiction, intelligence ou même artificielle, mais vraiment de voir que ce sont avant tout des outils qui font du traitement de l'information. Donc j'espère que ça va aider à mieux comprendre ce que sont ces objets, à passer peut-être au-delà d'une hype qu'on peut clairement observer en ce moment. Je connais des entreprises, je ne vais pas les citer ouvertement, mais je connais des entreprises qui étaient portées par cette hype et qui ont acheté énormément de GPU et 6 mois après, ils n'ont toujours pas allumé. Donc il faut vraiment faire attention à cela et avoir beaucoup plus un plan sur comment est-ce qu'on utilise cela au sein des entreprises notamment pour trouver de la valeur et pas juste montrer qu'on fait de l'IA, ou prétendre qu'on le fait. Alors pour ça, je vais insister sur quelques raisons pour lesquelles c'est vraiment une avancée technologique, pour lesquelles il y a vraiment un intérêt à potentiellement utiliser ce genre d'outils. Le premier, c'est la personnalisation de services. En fait, les intelligences artificielles les plus puissantes aujourd'hui, les plus développées, les plus sophistiquées, celles qui sont les plus intégrées au quotidien, les plus lucratives aujourd'hui, ce sont vraiment des algorithmes qui sont fondés sur ce principe de personnalisation. Ce sont vraiment les algorithmes de recommandation, à la fois de contenu et de ciblage publicitaire. Et donc ces contenus, ces algorithmes, ils sont très intéressants pour ces entreprises. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent d'apprendre automatiquement les préférences des personnes, potentiellement de milliards de personnes, et du coup d'avoir un service qui est personnalisé en fonction de l'utilisateur. Une autre raison pour laquelle ces algorithmes peuvent être intéressants, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour tout ce qui est détection d'anomalies et de fraudes. Donc ça, c'est vraiment un des cas d'application les plus fréquents. Comment ça fonctionne ? L'idée, c'est qu'on a beaucoup d'exemples de ce qui est un comportement normal, avec cette question de qu'est-ce que signifie le normal, que je vais laisser un peu de côté, mais qui est une vraie question éthique difficile.
Mais à partir de ça, on peut essayer de construire des détections de ce qui est anormal et ce qui est du coup potentiellement de la fraude. Et quand on regarde dans l'industrie, c'est vraiment l'une des principales applications. Une autre application, c'est tout ce qui est autour de la généralisation de comportements. Donc là, j'ai mis un exemple de DeepL, un site de traduction automatisée. Donc je veux vraiment insister sur le fait que ce qui permet cette application, c'est l'idée qu'il y a un exercice qui est assez classique, qui a été beaucoup fait, en tout cas dont on a beaucoup d'exemples. Et à partir de ces exemples, l'algorithme est capable de généraliser, de se dire, bon, bah, dans tel cas, il fait tel genre de traduction. Et petit à petit, il y a plus que juste de l'imitation, il y a un peu de la généralisation, puisque si on donne des documents qui n'ont jamais été traduits, ils sont capables de deviner la manière dont elle aurait été traduite par des professionnels. Bon, avec toujours des bémols, parce que quand c'est des langages un peu techniques, souvent on se rend compte que parfois ça ne généralise pas si bien que ça. Et enfin, une dernière application, c'est autour de tout ce qui est indexation de l'information. Donc ça, vous avez peut-être entendu parler des RAG, des Retrieval Augmented Generation, qui est vraiment une des technologies les plus utilisées aujourd'hui dans l'application de l'IA en entreprise. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'on va utiliser ces outils pour faire de l'indexation, donc avoir des références sur différents objets, bon, souvent des documents textuels. Donc ces références, souvent, ça va être lié à une représentation qu'on appelle vectorielle. Et avec des algorithmes qui viennent après pour essayer de retrouver des vecteurs similaires. Mais grâce à ça, en fait, ça peut être plus facile de retrouver des documentations. Et donc, c'est pas mal utilisé pour ordonner typiquement des documentations internes. Et donc, pour permettre ensuite la recherche à travers ces documents internes beaucoup plus facilitée avec de la recherche en langage naturel. Donc, voilà. Donc ça c'était la partie pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment quelque chose que j'avais sous-estimé en 2011. C'est les choses que j'aurais dit à mon mois de 2011. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus qui inquiète vraiment les entreprises, parce qu'en pratique, ce que j'observe, c'est que les entreprises, en tout cas les entreprises responsables, ont en fait pas mal de difficultés à intégrer ces systèmes parce qu'elles soulèvent beaucoup de problèmes. Et en particulier des problèmes de sécurité qui peuvent être souvent résumés par la simple phrase suivante, c'est que l'apprentissage machine apprend. Et le simple fait que ces systèmes apprennent, ça fait qu'elles ont des vulnérabilités qui n'ont pas été présentes dans les systèmes qui n'apprennent pas. Donc un exemple de telle vulnérabilité, je suis sûr que vous en avez tous entendu parler, c'est le fait d'exfiltrer des données. Donc il y a eu le cas assez rapidement de Samsung, qui a observé que certains de ses employés partageaient du code propriétaire et secret avec ces algorithmes pour pouvoir améliorer leur code. Et ces données, elles ont forcément été envoyées via ChatGPT, via API, du coup, à des serveurs d'OpenAI. Et du coup, il y a eu une exfiltration des données, ce qui a lancé une alerte rouge chez Samsung, qui a interdit l'utilisation de chatbots comme ChatGPT à ses employés. De façon peut-être plus cocasse, il y a eu quelque chose d'un peu similaire qui a eu lieu chez Microsoft. Donc Microsoft, qui est un actionnaire d'OpenAI, qui a aussi demandé à ses employés de faire en tout cas attention à l'utilisation de ChatGPT. L'une des grosses difficultés, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisation en entreprise de ChatGPT par des employés sans l'accord du management. Et du coup, il y a toujours ce risque que les employés utilisent cela. Donc, il faut, qu'on veuille utiliser ou non ces IA, il faut s'attendre à ce que les employés, en tout cas des gens dans l'équipe, le fassent. Et du coup, c'est important que tout le monde soit au courant qu'il y ait ce risque. Un autre cas de risque, c'est ce qu'on appelait avant les modèles de langage, les attaques par évasion, notamment évasion à la détection, et qu'on appelle maintenant, qui a saisi beaucoup plus le jailbreaking, qui est l'idée d'exploiter des vulnérabilités dans le système déjà déployé, de réutiliser à mauvais escient. Donc ça ressemble peut-être un peu plus à la cybersécurité classique. Et en particulier, ce dont il faut se rendre compte quand on développe ces algorithmes, c'est que les conditions dans lesquelles on va tester ces algorithmes peuvent être très différentes des conditions dans lesquelles ils seront déployés. Donc typiquement, un des trucs assez classiques dans le domaine, c'est de faire de la classification. Donc c'est typiquement ce qu'on fait lorsqu'on fait de la détection de fraude.
on va essayer d'identifier des types d'objets qui sont des fraudes et d'autres types d'objets qui ne sont pas des fraudes. Vous pouvez aussi penser à la détection de spam, par exemple. Et typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de bien séparer, d'avoir ce qu'on appelle un hyperplan, qui va essayer de séparer les fraudes et des pas fraudes. Et donc on peut avoir l'impression, quand on trace la figure de gauche, que la classification marche très bien, qu'on arrive parfaitement à discerner les fraudes et des pas fraudes. Et on peut vouloir ensuite déployer ce genre de système en pratique. Le problème, c'est qu'une fois qu'un système est déployé, les comportements des utilisateurs vont être modifiés, et en particulier, si ceux qui commettent des fraudes voient qu'ils ont été détectés, et ils vont chercher à modifier leur comportement pour chercher à ne pas être détectés. Et donc on risque d'observer un changement de comportement des personnes qui va conduire à une moins bonne performance, voire une performance catastrophique de la détection. Donc c'est pour ça que quand on développe et qu'on déploie ces systèmes, c'est très important d'anticiper ce cas et d'avoir différents systèmes ensuite qui vont proposer des recours à ce genre de situation. Enfin, une autre classe de problèmes de sécurité qu'on appelle l'empoisonnement, donc ça c'est sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est l'idée que ces systèmes ils apprennent et potentiellement comme des humains, ces systèmes peuvent être soumis à de la fausse information, à de la propagande, à des choses trompeuses, et donc avoir leur comportement modifié à partir de leurs données d'entraînement. Ça, c'est un risque qui est assez... en tout cas, d'après un sondage de Microsoft, c'est le risque principal en entreprise. En tout cas, c'est le risque le plus important pour, à mon sens, les IA les plus dangereuses, à savoir les systèmes de recommandation. Donc là vous avez écrit un chiffre qui est assez stupéfiant. Voilà. En 2 ans, entre 2019 et 2021, Facebook a retiré 15 milliards de faux comptes. 15 milliards de faux comptes, bien sûr, c'est beaucoup plus que la population humaine. Et ça, c'est Facebook. Facebook a fait vraiment un effort pour avoir un utilisateur, un humain derrière, parce qu'ils ont, notamment pour des raisons commerciales, parce que pour les annonceurs et tout ça, c'est bien de montrer leur contenu à plus avantage d'humains. Mais dans d'autres plateformes, il y a beaucoup moins cet effort de lutte contre les faux comptes. Et donc, il faut vraiment se dire qu'en fait, la plupart des comptes sont des faux comptes. Une autre remarque, c'est que ça, c'est en 2021. 2021, c'est l'âge de pierre des algorithmes génératifs. Du coup, c'était beaucoup plus dur à l'époque de créer massivement des faux comptes. Il fallait vraiment payer des humains pour créer beaucoup de faux comptes. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations d'algorithmes, il faut vraiment se préoccuper du fait que vraiment sur Internet, la plupart des comptes sont des faux comptes, en tout cas sur beaucoup de plateformes. Et ça, c'est très problématique parce que les algorithmes aujourd'hui, notamment de recommandations et de ciblage publicitaire, ces algorithmes vont vraiment regarder le comportement des utilisateurs, en tout cas des comptes sur leur plateforme, et ensuite modifier leur comportement en fonction de ce qui paraît populaire. Et donc ça donne une énorme force de frappe à ceux qui contrôlent une grande armée de faux comptes pour pouvoir biaiser ces algorithmes et amplifier massivement potentiellement de la propagande, de l'appel à la haine ou autre. Et ça mène à un autre aspect aussi des algorithmes génératifs, de ces intelligences artificielles, c'est qu'aujourd'hui, il y a fort à parier que la plupart du temps où elles sont utilisées, c'est pour des mauvaises utilisations à mauvais escient. En tout cas, il y a une étude qui est très préoccupante sur les deepfakes. Lorsqu'on parle de deepfake aujourd'hui, donc de ces images générées par algorithme, je pense que deepfake c'est un peu péjoratif, mais quand on parle d'images générées de façon générale, je pense que beaucoup de gens pensent aux choses spectaculaires de Midjourney, de Stable Diffusion, de ChatGPT, avec du coup, des images qu'eux-mêmes créent. Mais il faut bien voir que même pour les images générées, la plupart du temps, en fait, ça va être à des mauvaises fins. Donc, beaucoup de gens vont penser au deepfake plus dans le cadre de la désinformation, de la manipulation de l'information. Mais en fait, l'utilisation principale de cela, et c'est sans doute pire encore, en fait, c'est à des fins de pornographie, voire de dégradation de personnes humaines cibles. Et donc, il y a vraiment lieu de se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces technologies ? Est-ce qu'on n'est pas en train de donner de nombreux outils à de mauvais usages, de sorte à mettre
bonne moitié de la population en situation de vulnérabilité. On sait que ces attaques de defects pornographiques sont vraiment traumatisantes, c'est vraiment des armes de destruction psychologique, c'est comme ça que je les appelle, et qu'il faut du coup sans doute prêter beaucoup plus attention à ce genre de mauvaise utilisation. Malheureusement, il y a très peu de bonnes solutions pour lutter contre ça, à part interdire ces technologies. Voilà. C'est pas un sujet malheureusement facile où il y a beaucoup de choses simples à dire. Et puis enfin, bon, bien sûr, la cybersécurité, ce n'est pas juste les nouvelles technologies, c'est un problème plus général. Et récemment, il y a eu beaucoup de problèmes de ransomware, de fuite de données. Ça, c'est un rapport du CISA. Le CISA, c'est le Cyber Security Infrastructure and Infrastructure Security Agency aux États-Unis. C'est en gros l'ANSI là-bas, c'est vraiment l'agence principale de cybersécurité américaine. Et donc il y a quelques mois, je sais pas, qui a vu ce rapport sur Microsoft pour lever de main? Je vois quelques mains levées. Voilà. Il y a quelques mois, il y a eu un rapport publié par le CISA qui était vraiment incendiaire envers Microsoft, parce que Microsoft s'est fait hacker l'été dernier par une attaque chinoise, enfin en tout cas attribuée à la Chine. Et il y a eu des emails du gouvernement américain qui ont fuité, et a priori l'attaque était beaucoup plus dévastatrice que ça encore. On parle de hack de clés d'authentification, de tokens d'authentification. Et donc ce rapport qui est arrivé donc 8 mois après une analyse de l'attaque conclut que en gros Microsoft ne sait toujours pas ce qui s'est passé, comment les attaquants sont entrés et s'ils sont toujours à l'intérieur des systèmes de Microsoft Cloud en général. C'est quelque chose d'assez préoccupant. Voilà. Donc je vais parler un peu des stratégies d'atténuation de ces différents risques. Je vais essayer d'être assez bref, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Pour éviter de limiter les risques d'exfiltration, qui est la première classe de problèmes dont j'ai parlé, on peut utiliser des modèles open source locaux, donc toujours avoir bien sûr la propriété autant que possible de ces systèmes, et faire en sorte que les données ne partent pas de nos systèmes. On peut même aller plus loin et faire du sandboxing de modèles auto-apprenants en limitant un maximum les privilèges dont ils sont censés avoir accès. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très bien faites dans l'écosystème en termes de cybersécurité. Par exemple, la fonction de base pour télécharger, pour importer, pour charger même des modèles qui sont déjà en mémoire, à exécution arbitraire de code. Donc si vous chargez un truc malveillant, en fait, et c'est ce que font beaucoup de gens, en fait, il y a des risques déjà à se méfier de qu'est-ce qu'on charge. Il y a des problèmes il y a une solution qui s'appelle la confidentialité différentielle. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. L'idée, c'est de rajouter un peu de bruit dans les données d'entraînement. Il y a des façons un peu plus astucieuses de faire cela, mais de sorte que l'algorithme apprenne les tendances, mais sans apprendre quoi que ce soit de façon individuelle. Il y aurait beaucoup de choses en plus à dire à ce sujet, mais voilà, c'est une des techniques qui est proposée. Ensuite, il y a des solutions beaucoup plus à base de calcul multipartite. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup plus avec l'idée de calcul décentralisé. Et le déchiffrement n'aura lieu que lorsqu'il est nécessaire et souvent sur des statistiques agrégées, de sorte que ce soit plus difficile de retrouver la source des différentes données. Voilà, je ne veux pas vous ennuyer sur trop de détails, mais voilà, c'est quelques idées pour limiter ces risques, en tout cas atténuer ces risques d'exfiltration des données. Sur l'évasion et la détection, le genre de choses à mettre en place, une des choses, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adversarial. C'est plutôt que d'apprendre des données telles qu'elles sont, on peut essayer d'imaginer, essayer d'apprendre des données telles qu'elles seraient si elles étaient non seulement les données de base, mais également un peu avec une petite attaque. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adversarial. Une autre solution, c'est plus proche du monitoring. L'idée, c'est d'essayer de détecter des données qui sont hors distribution, qui sont assez différentes des données d'entraînement, qu'elles soient jugées fraude ou pas fraude typiquement. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut mettre en place en amont. Une autre chose qu'il faut mettre en place en amont, c'est l'analyse de ce qu'on appelle le glissement distributionnel. Je ne sais pas si c'est un mot très classique, en anglais on parle de distributional shift. Donc l'idée, c'est qu'une fois que le système est déployé, le comportement des personnes va être modifié.
Et à défaut de pouvoir l'anticiper, ça serait bien de moins le détecter pour savoir à quel moment le modèle d'apprentissage qu'on a mis en place devient obsolescent. Donc, l'obsolescence des modèles, c'est quelque chose dont il faut encore plus s'attendre dans le cas... donc il faut vraiment s'attendre, en tout cas dans le cas des modèles d'apprentissage, parce que ces modèles apprennent, mais du coup ils ont appris à partir de certaines données d'un certain moment, et si les choses évoluent, elles peuvent devenir tout à coup inadéquates. Enfin, un dernier point, c'est le recours pour les faux négatifs et les faux positifs. Ces modèles sont statistiques par nature. Il faut s'attendre à ce qu'ils ont un degré d'erreur. Il faut se demander si ce degré d'erreur et ce taux d'erreur est grave ou pas. Est-ce que 1% d'erreur, c'est grave ou pas? 1% d'erreur, ça paraît faible, mais quand c'est utilisé pour traiter 1 milliard de cas, 1% de 1 milliard, tout de suite, c'est 10 millions, ça fait beaucoup. Donc il faut vraiment se poser ces questions en amont de qu'est-ce que ça signifie d'avoir des taux de faux négatifs et de faux positifs dans un certain montant, et surtout qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des solutions de recours? Est-ce que si lorsque quelque chose est détecté positif, est-ce qu'il est automatiquement classé positif, ou est-ce qu'il y aura une seconde phase peut-être de vérification humaine qui viendra juste après? C'est toutes sortes de choses qu'il faut poser en amont. Sur l'empoisonnement des données, des modèles, donc une des choses de base, c'est nettoyer les données. On sait que beaucoup de bases de données qui sont partagées à gauche, à droite, y compris les plus classiques en machine learning, en fait, ont plein de données qui sont en fait moins problématiques, mal étiquetées, trompeuses, ce genre de choses. Donc il faut prêter attention à cela. Un autre aspect qu'on recommande beaucoup, c'est l'authentification des sources. C'est possible avec des traces cryptographiques. C'est de voir d'où vient l'information. D'ailleurs, c'est un conseil qui est un peu plus général que juste pour les algorithmes d'apprentissage. C'est un problème plus général qui a lieu avec l'apprentissage de façon générale. Sourcer quoi que ce soit, c'est très important. Ça permet de comprendre quelles sont les sources qui globalement sont beaucoup plus fiables, et du coup de valoriser beaucoup plus telle source plutôt que telle autre. Ensuite, il y a des techniques d'apprentissage par des agrégations résilientes. Donc ça, je ne rentre pas trop dans le détail, c'est un aspect un peu plus technique, mais intuitivement, c'est vraiment le fait que beaucoup de systèmes sont fondés sur la moyenne. Et la moyenne, c'est un opérateur qui est extrêmement manipulable. Si je prends la moyenne de tous, je sais pas, par exemple des salaires des gens dans cette salle, il suffit qu'il y ait un troll dans la salle qui me dise moins 10 000 milliards de milliards pour que tout de suite mon estimation du salaire moyen soit complètement n'importe quoi. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans des vrais systèmes d'apprentissage déployés en pratique. Et donc l'une des idées, c'est plutôt que d'utiliser la moyenne, d'utiliser des opérateurs plus résilients, comme la médiane, pour ceux qui connaissent. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Et puis enfin, un dernier point, ça c'est vraiment la recherche très moderne qui le montre, c'est que en fait, plus il y a de paramètres à apprendre, plus ces systèmes sont gros en taille, plus ils sont faciles à manipuler. Et donc une des façons pour réduire les risques, c'est vraiment de réduire la taille de ces modèles. Ça va diminuer d'une certaine manière intuitivement la surface d'attaque. D'une certaine manière, le nombre de paramètres qu'il faut apprendre, c'est un peu la surface d'attaque. Et donc si on a moins de paramètres, on réduit la surface d'attaque. Ouais, et puis sinon, revenir aux fondamentaux de la cybersécurité, je suis sûr que vous connaissez ça mieux que moi. Mais voilà, réduire la surface d'attaque de façon générale, les cas d'utilisation, juste d'usage de ces différentes technologies, cloisonner les différents composants avec moindre privilège, notamment limiter l'influence des différentes bases de données, des différents autres composants du système, de l'algorithme auto-apprenant lui-même. Ajouter de la redondance et de la diversification pour les systèmes critiques. Même algorithmiquement, même au moment de la conception de ces algorithmes, il y a aussi des choses d'apprentissage, mais de façon plus générale, il y a des choses à faire sur la redondance et la diversification, par exemple, des sources. Le monitoring, bien sûr, du système d'information, savoir un peu ce qui se passe avec ces systèmes. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça vous permet d'avoir une meilleure vision de ce que sont ces outils, et surtout de ce à quoi il faut prêter attention lorsqu'on déploie ces systèmes, notamment dans des cadres d'application dans des entreprises. Maintenant, je vais continuer un petit peu sur ça, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin et de voir un peu plus au niveau de la société ce que ceci implique, même si j'ai déjà dit quelques mots. Donc suite notamment à l'une des slides précédentes que je vous ai montrées, aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que l'espace numérique est un problème, un enjeu de sécurité nationale.
tout cas un ancien employé de la Maison Blanche, affirme que les vulnérabilités de Microsoft mettent en danger tout le pays, tous les États-Unis. Et ça vient du fait vraiment qu'aujourd'hui, une énorme partie des industries sont vraiment dépendantes de leur système d'information et qu'il faut vraiment faire notre maximum pour sécuriser tout cela. On peut en particulier, il y a lieu, à mon sens, d'exiger une montée des standards de cybersécurité, surtout dans les boîtes technologiques, mais plus globalement dans toutes les entreprises. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est plutôt une tendance à l'inverse avec l'intelligence artificielle. Les standards de sécurité sont en train de chuter dans beaucoup de ces industries. Notamment, il y a eu un licenciement de l'équipe d'éthique de Google en 2020. Qui savait ça? Qui savait le licenciement de l'équipe d'éthique de Google? On va dire un tiers. Et en fait, il y a eu tellement peu d'attention, un tiers ici de la salle, que en fait, Google, s'est dit que c'était sans doute rentable, voilà, ça avait l'air pas trop gênant, et en tout cas, ils ont continué dans cette tendance. Ils n'ont pas cherché à renforcer leurs équipes d'éthique et de sécurité. Ils ont même baissé les standards, de sorte que Google Bard, par exemple, quand il était déployé, c'était à l'encontre de l'avis de beaucoup d'employés. Ce sont des documents qui ont fuité. Et pire encore que cela, d'autres entreprises de la tech ont vu cela et ont imité Google. Donc en 2022, Facebook a licencié son équipe d'IA responsable. Puis en 2023, au moment du lancement de GPT-4, Microsoft a licencié une équipe d'éthique. Et si vous avez suivi l'actualité, récemment, OpenAI a à son tour dissous une équipe sécurité et éthique. Donc la tendance est vraiment pas bonne et malheureusement la hype de l'IA accélère cela. Donc il est vraiment urgent de donner beaucoup plus d'attention à la sécurité des systèmes d'information de façon plus générale. Et donc pour ça, je vous invite beaucoup à investir dans la sécurité de façon générale, en particulier de ces systèmes. Ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de choses sur la cybersécurité classique, peut-être pas assez, en tout cas je pense pas assez, mais sur les systèmes d'apprentissage, il n'y avait rien avant. C'était moins bien. Heureusement, là, depuis quelques mois, le sujet commence à être pris à bras-le-corps par différentes institutions, ici par le NIST, donc le National Institute of Standards and Technology aux États-Unis, avec ce rapport sur ce qu'on appelle l'adversarial machine learning, qui est vraiment la sécurité des intelligences artificielles. Et j'ai un peu le plaisir aussi de pouvoir dire que sur la partie empoisonnement des modèles, 5 des 9 articles de recherche cités comme état de l'art d'atténuation des risques sont coécrits par des cofondateurs, par les 3 cofondateurs de mon entreprise, Kay Carp. Voilà, de façon plus générale, bien intégrer ces systèmes, que ce soit au niveau des entreprises ou de la société, ça passe forcément par beaucoup plus de formation. Il faut que beaucoup plus de gens comprennent beaucoup mieux ces systèmes et qu'on les accompagne dans tous les risques qui sont associés à ces systèmes, mais également dans toutes les performances, toutes les valeurs ajoutées qu'elles peuvent avoir. Et donc, une grosse partie de notre travail, c'est vraiment aider les entreprises à monter en compétence sur ces sujets. Et une grosse partie de mon travail hors entreprise, c'est faire en sorte que la population générale monte en compétence sur ces différents sujets. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui et du coup, ça pose beaucoup de problèmes. En particulier, il y a une inattention aux algorithmes de recommandation, notamment de la part des politiciens, des chercheurs, des journalistes, et qui fait que le marché de l'information est en train de complètement être manipulé par ces systèmes. Et malheureusement, ça semble avoir des conséquences assez dramatiques en termes de démocratie. Donc là, j'ai mis à l'écran une suite de rapports du Vitam Institute, qui est un institut de recherche géopolitique qui s'intéresse beaucoup aux états des démocraties. Et vous voyez qu'on est passé de 2018 à Democracy for All, pour interrogation, à 2021, l'autocratisation, du coup l'autoritarisme est en train de devenir viral. Ça, c'est une tendance qu'on voit dans beaucoup de statistiques sur ces sujets. Vraiment, dans beaucoup de pays dans le monde, y compris les démocraties, y compris en France, il y a de plus en plus de violations des fondations de la démocratie. Et l'une des raisons pour lesquelles je pense que les algorithmes de recommandation sont vraiment les plus dangereuses, les choses à surveiller, c'est qu'il faut bien se rendre compte que l'utilisation la plus courante aujourd'hui de l'information, c'est sur le téléphone. Et sur le téléphone, voilà, si vous allez dans un métro par exemple, vous voyez beaucoup plus de gens sur leur téléphone, et sur le téléphone, c'est très difficile de taper quoi que ce soit.
pour ça que moi je ne suis pas si inquiet par ChatGPT qui diffuse de la désinformation, parce que ce n'est pas la manière dont les gens utilisent le plus l'information aujourd'hui. La plupart du temps, quand on utilise l'information, c'est sur le téléphone, et sur le téléphone, c'est compliqué de taper. Du coup, les gens préfèrent cliquer, swiper et scroller. Eh bien, les algorithmes qui répondent à ces actions, surtout sur les réseaux sociaux, ce sont les algorithmes de recommandation. Ce sont eux qui décident, pour la plupart du temps, quel va être le prochain contenu auquel ces différentes personnes seront exposées. Et donc c'est pour ça que, à mon sens, ces algorithmes sont extrêmement dangereux. Et malheureusement, il y a une inattention et il faut du coup prêter beaucoup plus d'attention à ces outils. Et donc je vais finir cette présentation en vous encourageant à devenir acteur de la sécurisation de l'espace informationnel et du numérique de façon plus générale. Bon, dans le cas d'intelligence artificielle, pour récapituler ce dont on a parlé, il y a vraiment 4 axes qui sont récurrents, qui interviennent dans le rapport du NIST. Il y a eu un rapport aussi de l'ANSSI aussi sur la sécurité. Alors, je crois que c'est plus modèle de langage, mais bon, c'est assez généralisable aux intelligences artificielles de façon générale. C'est vraiment ces 4 aspects, donc exfiltration des données, vulnérabilité des modèles statistiques, notamment parce qu'ils sont statistiques, empoisonnement de l'apprentissage, notamment des données d'entraînement. Et le 4e point, c'est l'utilisation malveillante par le cybercrime contre lequel il faut se protéger. De plus en plus, ces outils, j'ai parlé des deepfakes pornographiques, mais il y a également tout ce qui est utilisation pour l'arnaque, le phishing, et ainsi de suite. Donc voilà, donc mon entreprise, c'est Kelly-Carpa, et ce qu'on fait, c'est on aide les grandes entreprises à intégrer les intelligences artificielles chez elles. Donc, voilà, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir parler avec nous. Et enfin, j'aimerais dire quelques mots de la possibilité de sécuriser l'espace informationnel. Parce que honnêtement, pour avoir beaucoup travaillé sur ça, régulièrement, je me dis que c'est impossible. Régulièrement, je me dis qu'on part de trop loin, la tendance est trop mauvaise et il y a trop de choses à faire. Et donc, ça donne envie de baisser les bras, mais je n'ai pas envie que vous baissiez les bras. Du coup, je vais rajouter quelque chose en plus de tout ça. C'est le fait qu'il y a un pays dans le monde où ça a marché, où vraiment ils ont pris ce sujet à bras-le-corps. Ils ont voulu sécuriser leur espace informationnel et ils y sont parvenus. Et ce pays, c'est Taïwan. Taïwan, dans tous les chiffres que j'ai trouvés, de statistiques sur la démocratie, c'est le seul pays qui s'est drastiquement renforcé démocratiquement, au point de devenir l'une des démocraties les plus transparentes, les plus fiables, les plus solides, les plus supportées dans le monde. C'est vraiment, à Taïwan, il y a vraiment un amour de la démocratie. Alors bien sûr, cet amour de la démocratie, il ne vient pas de nulle part. Il vient du fait que Taïwan est directement menacé par un voisin imposant, à savoir la Chine, qui diffuse régulièrement de la désinformation sur les réseaux sociaux taïwanais. Et donc Taïwan sait, depuis 2014 au moins, qu'ils sont en guerre informationnelle, que leur survie dépend de à quel point ils protègent cet espace informationnel. Ils ont vu ce qui s'est passé à Hong Kong, notamment, qui a permis de rallier beaucoup plus les forces pro-démocratiques dans ce pays. Et l'une des choses qu'ils ont faites, suite au mouvement qu'on appelle le mouvement des tournesols, qui est un mouvement étudiant qui a notamment envahi le Parlement à Taïwan, ce qu'ils ont fait, c'est investir beaucoup plus sur l'utilisation du numérique pour la démocratie. Faire en sorte que les outils qu'on développe soient des outils qui renforcent la démocratie. Donc une des choses très simples qu'ils ont faites notamment, c'est développer toutes sortes d'outils open source voués à remplacer les services de l'État qui étaient en .gov, .tw pour Taïwan. Ils ont fait vraiment tout un effort, tout un travail de hacktivistes, tout un travail d'activistes libres, avec le logiciel libre, pour pouvoir remplacer toutes sortes d'outils de l'État par des choses qui vont renforcer la transparence et permettre d'avoir accès à toutes sortes d'informations auxquelles le peuple est censé avoir accès. Aujourd'hui, en France, ça reste très difficile, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à l'information sur qu'est-ce qu'ont voté les différents représentants au Parlement ou au Parlement européen, par exemple, pour parler de choses à venir. Il y a besoin qu'on développe toutes sortes d'outils de la sorte, et en particulier qu'on gouverne les réseaux sociaux, beaucoup plus de manière démocratique, parce que c'est vraiment là que se joue la guerre de l'information qui va ensuite déterminer ce qui se passe d'un point de vue politique. Et donc, j'ai écrit un livre récemment, et c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, sur comment est-ce qu'on peut s'inspirer de Taïwan et développer des outils peut-être qui vont même au-delà de ce que fait Taïwan pour sécuriser cet espace numérique.
Donc j'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser et que on va pouvoir, vous allez contribuer à essayer de construire ensemble un futur numérique démocratique. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.